Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Est-ce qu'on peut se faire un petit pouce? C'est comme ça, l'énergie est au top, bof, ou alors pas du tout comme ça, allons-y. On n'est pas obligé de faire ça. Hein. Bon. J'ai quoi? J'ai 20 minutes plus 10 minutes de questions-réponses, c'est ça, Caroline? Quel est le premier facteur de satisfaction au travail selon vous? D'après ce qu'on vous a dit à l'instant, vous devriez deviner facilement. Bien avant la paye, bien avant l'intérêt du job, c'est... Non. Ouais, pas encore. Selon McKinsey, mais il y a plein d'autres études, c'est la qualité des relations au travail. Nous sommes des animaux sociaux, nous sommes faits, mais nous avons évolué pour être connectés humainement. Voilà. Donc, j'aimerais en fait vous expliquer en quelques mots qui nous sommes et pourquoi en fait on a créé l'Institut français du leadership positif. Tout simplement avec l'ambition que pour développer des organisations qui soient à la fois performantes et épanouissantes, mais aussi responsables et solidaires, notre conviction profonde, c'est qu'il fait d'abord que les dirigeants, les leaders se transforment eux-mêmes. On en a fait la condition sine qua non. C'est la raison d'être, je dirais, de l'Institut français du leadership positif. Alors pour cela, en fait, on a 3 types d'actions que vous avez ici. D'abord, on conçoit et on valide scientifiquement des programmes d'accompagnement et de leadership. Voilà, vous avez trois modèles ici, de neurosciences, sagesse, leadership pour les comités exécutifs, devenir un leader positif et santé globale pour les collaborateurs. Notre deuxième action, c'est à travers ce lab des entreprises positives dont je vais vous expliquer quelques éléments tout à l'heure. On veut véritablement, au pays de Descartes, prouver que on peut rationaliser ces approches. Donc on bosse avec, vous avez cité Sonia Lubomirski tout à l'heure, on a travaillé avec Sonia il y a 4 ans chez L'Oréal sur la gratitude. Donc on travaille avec les meilleurs chercheurs français d'abord, puis anglo-saxons ensuite, vous avez un extrait ici, pour essayer de comprendre les vrais leviers pour développer épanouissement, performance durable, responsable et solidaire. Et enfin un certain nombre de conférences, d'événements et de publications. J'y reviendrai. Alors, en fait, on a... par intuition, par rencontre, on s'est dit qu'il fallait baser notre approche sur 3 piliers scientifiques. Et voici les 3. Le premier, c'est la science de la psychologie positive, largement expliquée par nos amis. C'est une science qui étudie pourquoi est-ce que les individus, les organisations et les sociétés vont bien. Je trouve ça assez rafraîchissant. C'est une science, plus de 20 ans, avec Martin Seligman, Sonia Lubomirski, Barbara Fredrickson et tant d'autres. Le deuxième pilier scientifique, c'est les neurosciences cognitives. En quoi est-ce qu'on peut véritablement développer des nouvelles capacités cérébrales. Et la troisième, c'est les sciences dites contemplatives. Dedans, on y met évidemment les pratiques de méditation de pleine conscience. Et en fait, on a hybridé les 3. Et on s'est dit, est-ce qu'en équipant les leaders de ces qualités, on pourrait peut-être développer pour eux-mêmes et pour leurs équipes et l'organisation des vertus qui rendraient l'entreprise peut-être, encore une fois, plus épanouissante sans jamais lâcher la performance. Et la finalité, c'est aussi d'impacter positivement le monde. En fait, c'est ça la finalité ultime, nous semble-t-il. Alors, je voudrais donner 2-3 éclairages sur notre modèle. Ensuite, vous montrer 2 exemples, 2 résultats de recherche scientifique que nous avons menés en lien avec le sujet. Très bel angle aujourd'hui sur en quoi le management serait relié ou conditionnerait le bonheur des collaborateurs. Et terminer par une perspective. Le cœur du réacteur, me semble-t-il, ça n'engage que moi, c'est que je fais de la conscience de soi et l'acceptation de soi la qualité fondamentale du leader de demain, de ce siècle-là naissant. Alors, on ne peut pas parler leadership des autres ou leadership de la planète si on ne parle pas du leadership de soi. Il me semble qu'un certain nombre de qualités que l'on peut développer pour un dirigeant, autour de la conscience de soi, est essentiel. Vous avez, je ne vais pas tout détailler, mais envers les qualités d'empathie, je vais y revenir, qui amènent aussi, c'est l'antichambre, vers les comportements altruistes, voire de compassion. World Economic Forum, on parle de compassionate companies. Je pense qu'on est en train de rentrer dans l'ère de l'interdépendance, dans l'ère de la communauté de destin, dans l'ère du conscious and caring leadership. Voilà, et que la course frénétique au profit court terme va à un moment donné s'arrêter de gré ou de force. En jaune, donc, la raison d'être, mais notre raison d'être, avant de parler de celle de l'entreprise, quand la loi Pacte sera promulguée, on espère qu'il y aura beaucoup d'entreprises qui intégreront cette notion d'entreprise à mission et de raison d'être. Mais quelle est notre raison d'être? C'est ce que disaient Caroline et Emmanuel tout à l'heure. Pensée flexible, émotion régulée, rapidité d'adaptation.
Ça me semble être aussi une qualité absolument essentielle du leader positif. Et enfin, attention à soi, attention aux autres, authenticité, on va y revenir. Mais le leadership de soi, c'est aussi un leadership au service des autres. Et il me semble que pour créer des cultures plus humanistes, plus solidaires, plus responsables, plus épanouissantes, il faut d'abord que les dirigeants créent ces conditions qu'ont évoquées évidemment Emmanuel et Caroline. Donc, on arrive en fait à un modèle ouvert, hein, voilà, 2014, 2018, un peu plus de 5 ans où on travaille dessus, mais qui a développé un certain nombre de preuves que j'aimerais vous expliquer maintenant, vous illustrer maintenant. Alors, parce que nous, on est vraiment dans on fait des hypothèses et on veut absolument mesurer ce qu'on approche, prouver ce qu'on approche, ce qu'on propose. Prenez un grand labo pharma, 250 volontaires, et vous leur proposez à ces managers et à leurs collaborateurs, une partie de leurs collaborateurs, de suivre un programme de Positive Leader de 10 semaines, encore une fois, combinant des apports en psychologie positive, éclairage neuroscientifique et pratique de mindfulness, pratique laïque de mindfulness, d'accord ? Tous volontaires. Ce qu'on a voulu mesurer, comprendre en tout cas, c'est est-ce que les leaders qui suivent cet entraînement, qui développent un certain nombre de nouvelles qualités, auraient des bénéfices intrapersonnels pour eux-mêmes, mais aussi des bénéfices interpersonnels dans la relation avec leurs collaborateurs. Vous me suivez ? Sans que ces collaborateurs suivent un quelconque programme. Vous suivez ? Alors, on s'est aperçu que on va arriver directement, en fait, à la conclusion. On va suivre le raisonnement suivant. C'est qu'on peut véritablement développer en 10 semaines seulement, à raison de s'entraîner, évidemment, à raison d'un peu d'entraînement et de volonté, on peut véritablement développer des capacités d'empathie qui amèneraient à de la compassion. C'est-à-dire, surtout dans les périodes de grande transfo, vous le savez que la souffrance est terrible dans certaines organisations. Donc, quand les leaders s'entraînent à l'empathie et à la compassion, vous avez là les verbatims hein, dans les questionnaires, alors on s'est aperçu que ça générait en fait un sentiment chez les collaborateurs de justice, notamment dans la justice dite interactionnelle. J'ai le sentiment que mon manager me traite avec respect, avec dignité. Et ça, c'est fondamental. Donc, ce sentiment, cette perception de justice interactionnelle génère ensuite, elle-même, un sentiment de reconnaissance. Mon manager fait preuve d'écoute, de considération, d'encouragement à mon égard. Donc d'abord de la reconnaissance et ensuite, puisqu'on est en train de parler du bonheur, eh bien, ces comportements plus vertueux de leaders génèrent aussi, d'après leurs collaborateurs directs, un sentiment de mieux-être dans la dimension relationnelle. Il y a plusieurs dimensions dans le bien-être, mais dans la dimension relationnelle. Donc, ce résultat, pour nous, il est absolument enthousiasmant. Ça veut dire qu'on peut faire l'hypothèse légitime que, puisque c'est l'angle de cette conférence, que le bonheur des collaborateurs viendrait en partie, on ne sait pas encore le quantifier, de la qualité de leurs managers et de leurs dirigeants. Voilà, des qualités de type, ici, empathie et compassion. Je voudrais vous donner maintenant une autre illustration qui relie en fait les qualités d'attention et d'authenticité avec les sensations de mieux-être et de flexibilité. On a fait l'hypothèse suivante. On s'est dit, ce qui coince le plus, parce qu'on accompagne depuis un certain nombre d'années les organisations dans leur transformation, et le facteur, peut-être un des facteurs les plus bloquants, c'est la capacité au fond à résister, à ne pas accepter, à ne pas surfer sur le BCG par le Always On Transformation, cette espèce de flux continu, de lame de fond régulière sur encore une transfo, encore une réorg. Et donc ça épuise. Et donc on s'est dit, si les managers et les dirigeants s'entraînent à la flexibilité et entraînent leurs collaborateurs à être plus flexibles émotionnellement et cognitivement, je vais y revenir dessus, alors peut-être que ça pourrait générer des bienfaits. Voilà l'hypothèse avant le design de cette recherche. Même méthodologie, sur une base de volontaires, après entraînement de 10 semaines, on a interrogé à la fois en double niveau donc les managers et leurs collaborateurs, tous volontaires, je le redis, et là on s'aperçoit que quand les collaborateurs perçoivent réalistement des qualités de conscience, d'attention, de qualité de présence de leurs collaborateurs, d'une part, et d'autre part, leur qualité de
Consonance-résonance, c'est notre jargon à nous avec les chercheurs pour parler d'authenticité, d'alignement entre qui on est intrinsèquement à l'intérieur et qu'est-ce qu'on laisse paraître à l'extérieur. Alors, ces deux qualités-là généreraient, je parle en conditionnel parce que cette étude mérite d'autres compléments, eh bien, elles généreraient un mieux-être à nouveau dans la dimension relationnelle, entre les collaborateurs et entre les collaborateurs et leurs managers, et également, et ça, c'est ça qui est très intéressant, très inspirant, plus de flexibilité dans la transformation. C'est-à-dire lâcher les routines, accepter de se remettre en question, inclure les points de vue différents des autres, etc. etc. C'est ça, je crois qu'il faut muscler dans les organisations, cette flexibilité à la fois émotionnelle et cognitive. Donc voilà 2 recherches. Alors, je voudrais maintenant illustrer, il me reste combien de temps, Caroline ? 5 minutes, allez. 3 qualités qui me semblent vraiment essentielles, et en démarrant par l'attention. Je pense que nous sommes convaincus que nous rentrons dans l'économie de l'attention et que cette attention est vraiment, encore une fois, l'antichambre de comportement empathique et de la sécurité psychologique. 3 qualités qui me semblent, à mon avis, absolument essentielles à développer pour les managers. Pourquoi ? Parce que là-haut, ça chauffe. On parle du réchauffement climatique, je parle de réchauffement neuronal. Et que, parce que cette révolution digitale, aussi formidable soit-elle, génère un certain nombre de marqueurs, comme par exemple l'infobésité. Alors, je vais passer vite là-dessus, je suis sûr que vous êtes au courant de tout ça, mais voilà, l'information numérique double tous les 4 ans. Aujourd'hui, il y a saturation de la charge mentale, et aujourd'hui, les gens sont épuisés mentalement à cause de cette infobésité, à cause aussi du fait d'être multitâche, d'être en permanence distrait. On travaille avec Gloria Mark, qui est la spécialiste mondiale de la distraction digitale à l'université d'Irvine en Californie, qui annonce qu'en moyenne, nous sommes interrompus toutes les 3 minutes dans les organisations. Pour nos ados, c'est pire, quand vous les voyez de manière frénétique en recevant des pushs d'Instagram et autres. Le problème, c'est qu'il suffit qu'on soit interrompu 1 minute, et parfois ça peut mettre jusqu'à 23 minutes pour se reconcentrer avec le même niveau d'attention et de qualité de relation à l'autre. Donc distraction digitale, infobésité, multitâche, voilà, tous ces marqueurs du digital, les dirigeants doivent absolument les intégrer. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut arriver à ce genre de situation qui peut prêter à sourire. Alors ? T'as vu ce qu'a fait papa ? C'est pas mal, hein ? Regarde ça. Ah ! J'ai oublié l'imprimante. Viens faire l'imprimante. Allez, viens faire l'imprimante. Campagne virale du Club Med il y a quelques mois, voilà, hashtag lâcher prise. Je crois vraiment que la capacité à lâcher prise, l'emprise de nos émotions, de nos croyances, est un facteur clé pour aller vers plus d'attention. Alors l'attention, c'est d'abord l'attention à soi. Je vais vous donner 2 illustrations. La première, dans l'attention à soi, c'est la conscience de soi. Est-ce que nous sommes capables d'avoir une perception très fine de nos états intérieurs, nos pensées un peu toxiques parfois, nos émotions fébriles ou nos sensations physiques ? Peut-on ressentir le rythme cardiaque, notre pression artérielle, notre souffle ? Une connaissance intime et fine de soi me semble être une qualité fondamentale pour l'attention à soi. Et puis, c'est aussi cette notion d'authenticité qu'on évoquait tout à l'heure. Quand je suis en interaction avec autrui, quand je me mets un peu en danger dans une réunion, est-ce que je suis capable d'être véritablement moi-même, d'être au fond, de laisser paraître qui je suis à l'intérieur par rapport à qui je laisse paraître à l'extérieur. La deuxième dimension de l'attention à soi, c'est ce qu'on appelle la maîtrise de soi. L'attention cognitive, la maîtrise cognitive, c'est-à-dire la capacité au fond à observer par exemple que notre esprit vagabonde, qu'il s'échappe et qu'on s'échappe par conséquent de la réalité. On sait, une célèbre étude d'Harvard University qui a montré qu'en moyenne, notre esprit vagabondait en moyenne à 47% de manière anxiogène. D'accord ? 47%. En gros, la moitié du temps, notre esprit vagabonde dans le futur, anxiogène, on anticipe des situations, ou alors, au contraire, on rumine des situations un peu anxiogènes. Voilà, je termine par l'empathie et la sécurité psychologique. L'empathie,
C'est une qualité fondamentale, je crois, dans la transformation, à tel point que Satya Nadella, le CEO de Microsoft, en a fait la valeur centrale de la transformation de son organisation, et il réussit. Nous, on accompagne la plupart des grands groupes du CAC, et on propose de faire de l'empathie une des valeurs fondamentales de la transformation des organisations. Donc l'empathie, c'est vraiment la capacité, au fond, à comprendre ce que l'autre pense, comment l'autre raisonne, et ça c'est essentiel dans les résolutions de conflits de transformation, mais ça ne suffit pas, il faut également ressentir au fond ou être en résonance avec les affects des autres, sans se laisser aller dans la détresse psychologique. C'est ce qu'on appelle l'empathie émotionnelle. Mais enfin, surtout, le souci empathique, c'est qu'est-ce que tu attends de moi? Comment est-ce que je peux t'aider? Et cette posture de résonance avec les sentiments d'autrui d'un manager me semble essentielle pour créer les conditions du mieux-être des collaborateurs. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes dans cette salle, dont toutes les recherches montrent. Marie-Claire Villeval du CNRS avec qui on travaille a démontré que les femmes étaient beaucoup plus empathiques que les hommes. Et donc, on a besoin de plus en plus de femmes au plus haut sommet de nos organisations. Et enfin, j'ai envie de terminer avec la sécurité psychologique. C'est un facteur absolument essentiel qui se compose, en fait, d'après un certain nombre de recherches, d'études, notamment de Google, projet Aristote, que vous connaissez sûrement. Googleisez-le. Ils sont aperçus que les équipes les plus performantes chez Google, c'est celles dans lesquelles il y avait deux éléments. La première, c'est une distribution équitable de la parole. La deuxième, c'est la capacité à se sentir en sécurité quand je m'expose face à mes collaborateurs, mes pairs, dans une réunion, notamment dans une interaction. Est-ce que je suis en sécurité quand je m'expose? Eh bien, il ne faut pas sortir de MIT pour être dans la meilleure équipe chez Google. Il faut simplement créer les conditions de cette sécurité psychologique qui me semble absolument essentielle. On pourrait terminer en se disant que, au fond, donc 3 qualités possibles, du leader positif pour créer les conditions du bien-être, voire du bonheur au travail. L'attention, l'empathie, la sécurité psychologique. Il y en a évidemment d'autres que je n'ai pas le temps de développer ici, développer dans le modèle. Pour conclure, j'aimerais vous donner une conviction personnelle. Je pense que le leader de demain, c'est celui qui arrivera à combiner les 3 nouvelles formes d'intelligence. L'intelligence du cœur, c'est l'intelligence émotionnelle au service de l'altruisme et de la compassion, l'intelligence collective et l'intelligence artificielle. Et encore une fois, beaucoup de recherches démontrent que pour créer les meilleures conditions de l'intelligence collective, les meilleures ressources, ce n'est pas la classe sociale ni le QI, c'est la capacité, c'est l'intelligence dite socio-émotionnelle. Voilà. Donc je formule ce souhait que demain ou après-demain, nos leaders développeront ces qualités humanistes pour évidemment proposer un monde meilleur à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Voilà, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? J'espère. Pour aller plus loin, vous avez quelques références. Bonjour. J'avais une question. En vous écoutant, je me dis que finalement, le bonheur, c'est être en capacité de capter la bonne heure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, on a été conditionnés dans nos croyances à une quête du bonheur, un bonheur inatteignable en Occident. Un bonheur inatteignable avec une transcendance où le bonheur est ailleurs, ou avec un Dieu où le paradis est ailleurs. Et ça a conditionné notre science, ça a conditionné nos croyances. Et finalement, là, avec la transformation digitale, parce que moi je travaille là-dessus, on est obligé de saisir l'instant et de se dire dans l'instant, pour gérer la relativité qui nous... Est-ce que être heureux, c'est pas être en conscience dans l'instant et saisir la bonne heure, c'est-à-dire être aligné sur soi au bon moment face à la bonne personne. C'est ça que ça m'évoque, votre... Est-ce que je me trompe? Non, enfin, je ne peux être que 1000% d'accord avec vous. Je peux commenter votre commentaire? Bah oui. Je crois vraiment que si on arrive dans cette transformation perpétuelle et fulgurante et frénétique et qui accélère, je pense que retrouver des temps de pause, de se réapproprier des moments, des instants, comme vous le dites,
me semble essentiel. Parce que la charge mentale... Vous savez, l'OMS prédit, l'Organisation mondiale de la santé prédit que d'ici 2030, la première cause d'arrêt au travail et de maladies dans le monde, bien avant le diabète ou maladie cardiovasculaire, c'est la santé mentale. C'est la santé mentale. Donc, 1000 fois d'accord avec vous, il faut absolument investir 2, 3, 5, 6 minutes par jour pour se reconnecter. Jeff Weiner, qui est le CEO de LinkedIn, son acte de management le plus important, c'est de prendre 3 minutes pour se centrer sur sa respiration dans son agenda. CEO de LinkedIn, 26 milliards de dollars achetés par Microsoft. Voilà, tout est dit. Merci. Vous parliez du fait qu'une des clés du bonheur reposait sur l'attention. Finalement, une des choses qui nous empêche l'attention, c'est ça, c'est le smartphone. Donc, le smartphone est l'ennemi du bonheur. Alors, merci pour votre point. Je ne suis pas aussi catégorique, mais le point est bien amené. Nos electronic devices, qui sont dans nos vies maintenant, qui prolongent nos mains, ne sont pas, il ne faut pas les diaboliser, je crois. Il faut essayer de cultiver un rapport distancié et juste avec ces outils. Voilà. Essayer de lâcher la nomophobia. Nomophobe, c'est un néologisme qui indique qu'il y a en moyenne 20% des Français qui sont nomophobes, c'est-à-dire qui ont peur de perdre leur portable, en tout cas de s'en éloigner. Le problème de la nomophobie, c'est énorme, 20%. C'est-à-dire que là, il y en a peut-être 5 ou 6 parmi vous qui le sont. Le problème, c'est que ça génère ralentissement de la prise de décision, du stress, plus de temps et d'énergie pour se reconnecter. Donc, non, rapport juste et distancié avec nos outils digitaux qui sont de toute manière indispensables et qui sauvent des vies. Voilà. Donc, voilà, c'est ça ma réponse. En ce moment, il y a un petit courant un peu de happy washing. Alors évidemment, il ne faut pas être caricatural et vous l'avez très bien dit en introduction. Il ne suffit pas de mettre un baby-foot, une corbeille de fruits pour que les salariés se sentent heureux. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'en France, on est quand même des cyniques et que toute cette notion de bonheur au travail, on va avoir plus de mal que les anglo-saxons ou que les Américains à y aller parce que c'est en nous, ce petit cynisme un peu par rapport au bonheur. Alors, merci encore pour votre point. Je me permettais aussi de modifier un petit peu les mots. Je ne pense pas que ce soit du cynisme. Je pense qu'on est le fruit de notre histoire. On est des révolutionnaires, ça se voit encore récemment. Nous sommes au pays de Descartes. N'oubliez jamais, jamais, jamais. Le cartésianisme, c'est le rationnel, l'esprit critique, mais qui est tellement essentiel. Après, à l'excès, il peut effectivement être contre-productif par rapport à cette envie de développer le bien-être ou le bonheur. Donc oui, nous sommes classés dans les classements OCDE, Gallup, etc., au milieu à peu près des pays de l'OCDE en termes de bien-être ou de bonheur au travail, mais c'est pas une raison. Moi, je crois vraiment qu'on peut. Il y a beaucoup de programmes dans lesquels on voit des super cyniques, des super toxiques, des super résistants. Je parle de dirigeants et qui, au bout d'un moment, en travaillant sur eux-mêmes, au bout de quelques semaines, peuvent devenir véritablement des hommes. Donc, rien n'est inéluctable et je suis résolument, fondamentalement positif par rapport à ça. On peut véritablement transformer nos dirigeants, même les plus résistants. Bon, on terminera par Merci. ce point très positif. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci. Merci.